Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de The Tech Generation. Salut Guillaume. Salut Jérémy. Et merci beaucoup de nous accueillir chez toi dans cet extraordinaire studio de la French Tech à Barcelone. Normalement on dit pas quitter parce qu'il y a un jeu, mais bon là on a un peu trahi. On commence très très mal la deuxième saison, mais bon voilà. Bon du coup, ravi d'être avec toi pour ce nouvel épisode. On démarre la deuxième saison avec toi. Je t'avais raconté un petit peu le principe, mais au cas où il y aurait des gens non fidèles, on va faire quelques petits rappels. Bien sûr. Donc là, on enregistre en français. Ouais. Mais on va voir ce que ta voix donne en anglais, puisque grâce à des magnifiques solutions d'IA, on va nous écouter peut-être dans des pays anglophones. Génial. Pas encore dans d'autres langues parce qu'on n'a pas trouvé les bons modèles. Mais le bon plugin, mais ça viendra. Voilà. Et après, je vais te poser une question autour de l'IA et tu vas m'y répondre en 3 étages de la fusée, en essayant d'être un peu itératif pour raconter aux gens qui se hasarderaient à nous écouter des choses intéressantes. Ouais. Donc, la question, on va parler aujourd'hui de création de contenu. Tout à fait. Et un truc dont on parle énormément en ce moment, on se demande beaucoup si finalement le fait que ça devienne entre grandes guillemets, on reviendra dessus facile, tue la créativité ou finalement fait passer la création de contenu dans une nouvelle ère. Et donc le principe aujourd'hui, c'est que pendant une petite trentaine de minutes, avant qu'on ait le plaisir de parler de toi, tu réponds à cette question tout d'abord comme si tu t'adressais à un enfant. J'ai regardé un peu des enfants autour de moi, je suis pas encore papa, et je me suis rendu compte, avant je demandais 4 ans, je me suis rendu compte qu'à 4 ans, ce serait très compliqué d'expliquer à un enfant. 4 ans, ils comprennent vraiment très peu de choses. Donc on va se dire 6-7 ans. Ouais, 6-7 ans. Bon, moi, l'âge de raison, 7 ans, ça me paraît bien. 7 ans. Ils commencent à conceptualiser, à comprendre les concepts. Enfin, le principe même de concept. Voilà, donc le premier Jérémy, de cette fin de 2024, aura 7 ans. Le deuxième aura 18 ans. 18-20 ans. Ouais. Il arrive en stage chez toi, et tu lui parleras de ça, et tu lui expliqueras un peu le pourquoi du comment. Et le troisième, il sera un peu émancipé et ce sera le CEO d'une bonne boîte, on verra laquelle ensemble. Ok. Et ensuite, si t'as bien bossé, on parlera un peu de toi et à la fin, on parlera un peu d'impact pour voir si t'es quelqu'un de bien. D'accord. On vient de parler d'acheter des produits sur Temu. On va faire un sacré. On va couper ça, couper. Okay. Normalement, on monte pas, donc ça y est, les gens vont le savoir. Bon, alors du coup, allez, c'est parti. Donc, pour te la poser officiellement, Guillaume, est-ce que tu pourrais m'expliquer, donc j'ai 7 ans, je m'appelle Jérémy, j'ai 7 ans, la création de contenu, et donc est-ce que l'intelligence artificielle va tuer la créativité de nous tous êtres humains, ou à l'inverse, la multiplier, la décupler par je ne sais combien. D'accord. Alors, pour revenir d'abord sur ce que c'est que le contenu, j'ai pris une bouteille et je dirais au Jérémy, tu vois ce que c'est qu'une bouteille? Ouais. Une bouteille, c'est 2 choses. C'est ce matériel un peu dur, rigide, qui s'appelle le contenant, et ce qui est dedans, qui est le contenu. Ce qu'on appelle contenu dans mon monde, parce que je travaille dans le marketing, dans la tech, ce qu'on appelle le contenu, c'est tout ce qui est les textes, les images, les vidéos et les sons qu'on produit pour parler. Alors moi, vraiment, mon métier, c'est de vendre des choses. Donc c'est pour vendre des choses. Mais le contenu, c'est aussi ce que tu vois, par exemple, dans un écran de télévision. Une télévision, c'est un contenant. C'est un peu comme cette bouteille. Et à l'intérieur, tu vas avoir des vidéos et du son. Et ces choses-là qui sont pas que tu peux pas toucher, mais que tu peux lire, écouter ou voir, c'est ce qu'on appelle le contenu dans notre monde. Et aujourd'hui, il y a eu une grande transformation depuis ces quelques dernières années, qui est qu'avant, pour créer ce contenu, un peu comme si je voulais créer cette l'eau qui est dans cette bouteille d'eau, parce que oui, c'est de l'eau, il fallait faire du travail, il fallait beaucoup travailler à réfléchir à ce qu'on voulait mettre dans cette bouteille, ou dans ce livre, ou dans ce film, ou dans cet album de musique. Et puis il y avait beaucoup d'étapes avant que tu puisses boire cette eau, c'est-à-dire regarder le film, lire le livre, regarder la BD. Et c'était un travail qui était long parce qu'il demandait à plusieurs personnes de travailler ensemble à réfléchir à ce qu'ils allaient mettre, à produire, à écrire le texte, à filmer le film ou à enregistrer la musique, pour ensuite l'arranger, ce qu'on appelait le produire, pour que enfin les gens qui veulent le lire puissent le lire. Ce qui s'est passé avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est que toutes les premières étapes jusqu'au moment où tu vas pouvoir profiter de ce contenu et le regarder ont été considérablement raccourcies, non seulement dans la partie de réfléchir à ce qu'on veut raconter, par exemple dans un livre, à écrire ce livre. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et pour te donner un peu une image assez raccourcie, c'est qu'on est capable de faire travailler des faux neurones. Les neurones, c'est ce qu'on a dans le cerveau. C'est les neurones qui réfléchissent
à ce que je vais raconter dans le livre, à comment je vais l'écrire et à comment est-ce que je vais, par exemple, le mettre en page pour que toi, lecteur, tu puisses le lire. Et ben, on a créé dans des ordinateurs, on a créé des faux neurones qui sont capables de reproduire les mêmes efforts que ferait un cerveau, mais comme c'est des ordinateurs, en fait, ils ont une puissance qui est infinie. Toi, il faut que tu dormes, il faut que tu manges, il faut que et puis tu fais plein de choses dans la journée. Mais ces ordinateurs, ils sont capables de faire qu'une seule chose, c'est écrire ce qu'on appelle le contenu. Donc, forcément, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux produire à l'infini ce contenu. Là où avant, il fallait que le Jérémy, il ait bien dormi, qu'il soit bien reposé, qu'il ait ses idées, qu'il soit inspiré, puis qu'il se mette à travailler, puis qu'il est au bout de son travail. Ben là, maintenant, en fait, on dit juste à un ordinateur, je veux que tu me fasses le livre le plus marrant du monde. Et théoriquement, il est capable de le faire. Alors, la question que ça pose à nous, les adultes, dès aujourd'hui et à toi plus tard, c'est comment est-ce qu'on va travailler, vivre et consommer et vivre avec ce contenu si on peut le multiplier à l'infini. Et ça, c'est une grosse question à laquelle je pense que moi, ma génération va avoir des réponses, des morceaux de réponses. Et toi, quand tu arriveras à mon âge, ce sera cette question, elle sera presque derrière toi et tu seras passé dans un autre monde encore où en fait ce contenu, ce qu'il faut pas, c'est que comme on est capable d'en produire plein, plus aucun livre n'est d'intérêt. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais ça veut dire que si on est capable d'écrire tous les livres du monde, c'est-à-dire que chaque livre dans tous ces livres du monde n'a plus d'intérêt ou a moins d'intérêt. Et alors la question qui se pose, c'est comment est-ce que, avec tous ces outils qui nous permettent de produire vraiment beaucoup des choses intelligentes, des choses belles, des choses émouvantes, on va quand même s'intéresser à cette lecture et on va pas se laisser complètement dépasser par ce que les machines peuvent produire. Et ça veut peut-être dire aussi que quand moi je serai grand, il y aura plus aucun être humain qui écrira des livres. Alors, c'est une autre question. Ce qui est sûr, c'est qu'il est possible que plus aucun être humain n'écrit des livres sans ces outils. Mais toute la question, et franchement, j'ai pas la réponse de ce que ce sera dans 20 ans, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra plus envisager la rédaction ou le fait de faire des films sans se dire, on va demander à la machine de faire une partie ou tout ce qu'il faut pour passer de j'ai une idée de faire une histoire avec un lapin, machin, à voilà le film qui fait 1 heure de ce lapin. Ça, c'est la grande question que tout le monde se pose en ce moment et tout le monde en a un peu peur parce que pour les gens qui ont décidé de faire ces métiers-là ou qui sont plutôt bons en imagination ou plutôt bons en réalisation, ils se demandent tous un peu ce qu'ils vont devenir. Ouais. Mais t'as toujours 2 façons de voir ces changements. C'est soit ça t'effraie, soit tu te dis, ça va créer encore d'autres choses et je vais profiter de ces autres choses pour dessiner mon avenir. Ok. Intéressant. Une très belle idée, la bouteille. Et on fait une petite parenthèse. C'est la 2e fois qu'on enregistre, parce que la première fois, on a eu un petit bug. Ouais. Et la première fois, il n'y avait pas la bouteille. Exactement. Ok, top. Alors, Jérémy, il a un peu grandi. Il a une 20aine d'années. Il arrive chez toi, dans ton bureau, pour un stage. Et alors, on va dire que moi, Jérémy, à 20 ans, pour le coup, je suis bercé au contenu, je sais pleinement ce que c'est. Et je vais me mettre dans une position peut-être un peu différente de d'habitude. J'y crois peut-être un peu trop à l'IA, moi. Je suis un peu trop bercé dedans. Et puis, on va dire que là, le rôle que je vais jouer, c'est que à chaque fois que tu vas me demander un truc, je vais pas chercher à trop réfléchir et je vais y aller, et je vais foncer. Et puis peut-être qu'avec ce Jérémy d'une 20aine d'années, ce serait peut-être intéressant de... Je dis pas que tous les gens de 20 ans réfléchissent pas, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais... Non. Et puis peut-être que ce serait peut-être intéressant aussi de passer du bouquin et des histoires de lapins aux réseaux sociaux dont on parle beaucoup, notamment TikTok, etc. Ouais, disons que si t'as 20 ans et que je t'embauche, alors il se trouve que je vais prendre un stagiaire de 20 ans en janvier. Je t'envoie mon CV peut-être alors. Voilà, exactement. Tu m'as envoyé ton CV et t'es vraiment ça va être un cas réel parce que en janvier-février, je vais prendre un stagiaire pour nous aider sur la production de contenu. Et effectivement, il y a un truc qui est assez fascinant, qui change beaucoup, c'est que dans ces nouvelles générations, assez récemment, quand tu leur dis tiens, tu vas travailler sur du montage de films, ils ont beau jamais le faire, au moins ils ont pas peur de se dire j'y arriverai jamais, ils flippent pas du tout. Après, ils peuvent faire des résultats pourris. Ça va être notre point de départ. C'est que l'IA te permet, aujourd'hui, Jérémy, t'as 20 ans, tu te dis je peux tout faire avec l'IA. Ok, c'est-à-dire que je te dis il faut que tu filmes, que tu montes et que tu diffuses sur les réseaux sociaux, comme t'es toujours né avec ça, pour toi c'est naturel, c'est comme c'est comme si c'était ce qu'on appelle by design, que t'étais programmé pour savoir faire ça. Et alors, oui, mais pour toi, maître de stage est un peu énervant. Ça peut être énervant quand tu fais tout bien. Ça peut être énervant quand tu fais tout mal, mais que parce que tu crois que t'es naturellement programmé pour ça, tu penses que c'est bien. Et du coup, il faut justement distinguer un peu la quantité de la qualité. Ce que toi, Jérémy, t'as 20 ans,
T'avais donc 17-18 ans quand OpenAI est devenu public avec ChatGPT et que tout le monde s'est mis à faire ses rapports de stage, tous ses devoirs à la maison par ChatGPT en un temps record. Et ben tu te dis en gros l'important c'est de produire. Mais là il reste une tâche humaine à faire aujourd'hui, c'est justement de distinguer un peu le contenu, le médium, le message, sans vouloir faire du Marcel McLuhan, c'est dire d'accord, mais mettons que tu aies une capacité de production qui est infinie, il empêche qu'il faut quand même que tu aies un peu de réflexion, même si ta réflexion tu vas le faire en ping-pong avec de l'IA, c'est toujours un truc qui est bipartite. Le risque c'est d'avoir un truc qui soit un peu qui soit je délègue tout à l'IA, et malgré tout, déléguer tout à l'IA, à un moment donné, l'IA va te rendre des réponses très génériques ou va te faire un boulot un peu pourri. Tu vois, je te demande de faire une série de films de présentation des entrepreneurs de Barcelone. Si tu dis à l'IA de le faire, ça va être pas génial, un peu cringe parfois, et tu vas te rendre compte qu'en fait tu demandes à l'IA de faire quelque chose qu'elle ne peut pas encore faire et qu'on espère qu'elle ne fera pas, c'est-à-dire donner un axe, donner un angle, soutenir un message, cadencer ton contenu et faire en sorte que si je te demande 5 vidéos où je te donne du matériel et tu vas voir des entrepreneurs pour parler de leur aventure, si tu filmes des trucs un peu pourris et que tu donnes à l'IA le rendra pas magique. Donc, quoi qu'il en soit, l'IA, c'est un outil. L'IA n'est pas ton maître, mais même si tu dois toujours l'utiliser, dis-toi que quoi qu'il en soit, la capacité à faire de la quantité n'enlève pas la qualité intrinsèque que doit avoir ton contenu. Donc, ça n'empêche pas de devoir réfléchir à, ok, mais le fait de pouvoir être omniprésent théoriquement sur les réseaux sociaux va en fait avoir un premier effet, c'est que comme tout le monde peut y avoir accès, il y a un contenu à l'infini qui se crée. Et donc, tu recrées une sorte de... Là où il y avait des barrières à l'entrée avant, qui étaient pour créer du bon contenu, il faut que je loue du matériel, il faut que j'ai une équipe, il faut que je puisse passer par quelqu'un qui fasse les scripts, quelqu'un qui capte le film, quelqu'un qui fasse le montage et quelqu'un qui le diffuse. Là, globalement, je peux tout faire tout seul. Super, c'est ce que donne TikTok. Sauf que là où il y avait cette barrière à l'entrée, elle n'existe plus, mais elle se recrée au niveau... ce qu'on dirait plus loin dans le funnel, elle s'est créée au niveau de la diffusion. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, oui, faire une vidéo et la poster sur TikTok, c'est 100 fois plus rapide qu'il y a même 5 ans. Ok. Mais du coup, il y a des milliers, voire des millions de gens qui ont cette idée de dire c'est super, en 5 minutes je poste sur TikTok. Là où va se jouer le game, le jeu, c'est que ta vidéo doit être faite de manière à ce qu'elle ressorte et que l'algorithme la pousse aux autres. Sinon, tu pisses un peu dans un violon. Est-ce que je vais chercher une autre métaphore? Mais du coup, il faut comprendre que tu te bats non pas contre des gens qui n'ont pas les moyens, ou pas avec des gens qui ont les moyens ou pas les moyens de faire ces vidéos, mais tu te bats contre des gens qui font à peu près le même type de vidéo. Donc, là où ton intelligence et ton extraction de ta délégation à l'IA marche, c'est que tu te dis, ok, mais du coup, je veux parler d'entrepreneur à Barcelone, je vais avoir un angle, je vais avoir une durée, je vais avoir un truc, je vais pouvoir m'assurer que l'algorithme va comprendre l'intérêt de mes vidéos et la pousser au plus grand monde. Et ça, c'est une stratégie. Et cette stratégie, pour l'instant, l'IA n'est pas capable de le reproduire parfaitement. Donc la création de contenu, ce que ça fait, c'est que on est aujourd'hui dans un jeu entre qualité et quantité. La qualité, elle est d'autant plus importante que la quantité, elle est taken for granted. C'est que de toute façon, la quantité, t'es capable de la faire. Donc, faut réfléchir en termes de qualité. Et ça, c'est l'intelligence humaine qui sera toujours là pour avoir une idée relativement précise de ce que tu veux véhiculer comme message. Et c'est important de se dire que cette éducation de ton intelligence, de la compréhension, de la capacité à formuler les choses stratégiques et la capacité à un peu architecturer ta stratégie, ça va rester. Ce qui va changer, c'est que ça va être de plus en plus facile de passer à l'action, mais ce que ça n'enlèvera pas, c'est de dire, en fait, si je n'ai pas un avis critique sur ce que produit la machine et que je l'améliore pas moi, ça va finir par être ça va être une sorte de nivellement par le bas. Et il y a un autre truc qui me trouvait dans ce que tu disais là. Je reste Jérém à d'autres 18 ans, on va dire que un peu bizarre pour ma génération, mais moi j'ai pas été trop baigné à l'IA et du coup ça me paraît un peu abstrait. Là, je commence à comprendre le fait que, ok, grâce à GPT, je pense que presque tous ceux qui nous écoutent se représentent que grâce à GPT, c'est facile de faire un post LinkedIn ou un article ou un truc comme ça, du texte. Là, tu parlais de vidéos, tu parlais de produire un contenu complexe, tu parlais de séries de reportages et autres. Je pense que
pour pas mal de personnes, ça reste abstrait. L'IA, elle fait pas ça encore, si? Ah ben l'IA, elle intervient en fait, si progressivement, en fait, ce que GPT a montré qu'il pouvait faire pour le texte, d'autres IA sont capables de le faire pour la vidéo, pour la musique. T'as Suno qui fait de la musique super bien. Mais pareil, tu prends l'exemple de Suno, ça te fait des morceaux de musique, tu promptes un morceau de musique, c'est bien, mais c'est très rigolo. C'est très rigolo, mais c'est un peu standard. C'est-à-dire que tu dis, je veux un truc de pop, tu vas voir si t'es un peu musicien, tu verras que c'est les mêmes grilles d'accords, c'est les mêmes rythmes, et que tu n'y trouves pas une touche personnelle. Mais c'est génial parce que si tu fais une chanson pour rigoler, c'est fait en 30 secondes. Pour la vidéo, pareil, de plus en plus, même si c'est un peu comme ça demande plus on a des modèles qui sont plus complexes pour l'instant, on ne le voit pas, mais plus ça va aller, plus les avatars, même les vidéos entièrement faites par l'IA vont être ça va être possible de les faire. Simplement, un peu l'exemple de la musique, si tu prends Suno, tu peux écrire un texte très drôle, mais ta musique que tu vas sortir, elle va être inspirée d'un grand corpus de chansons, mais ça va pas être, le résultat est drôle, mais il est pas encore à un niveau où il y a une touch. Par exemple, tu vois, tu peux pas faire du Stevie Wonder. Pour moi, Stevie Wonder, c'est musicalement parce que t'as des arrangements, parce que t'as une touche. Un des musiciens les plus doués de cette génération. T'arriveras jamais à ce niveau-là. C'est-à-dire que tu vas arriver au niveau les musclés, mais t'arriveras pas au niveau. Mais alors là, c'est ce que j'allais dire. Par contre, la musique de mariage va considérablement s'améliorer. Ça, c'est génial. Ça, heureusement pour les discours de mariage, mais c'est pareil pour les vidéos. Donc c'est t'es capable. Mais en fait, ça veut dire que Suno, je te prends un autre, mais on rentre un peu dans le détail, c'est que si tu veux tester un style avec tes paroles pour te donner une idée, pour qu'ensuite, quand tu vas réellement composer, réellement aller en studio, parce que ça changera pas, ça peut vraiment t'aider. Au même titre que ChatGPT, tu veux écrire un mail, dis fais-moi un projet de mail, tu le lis, tu l'amendes, tu l'édites et tu l'envoies. Donc c'est que c'est des outils, mais de fait pour tout ce qui est création de contenu, que ce soit image, texte, vidéo, aujourd'hui t'as des outils. Là où quand je te parlais d'aller capter des vidéos, c'est que mine de rien, dans ce qui fait l'un des patterns qui fait le succès des vidéos sur TikTok, c'est quand ce sont des vidéos qui ont l'air d'être soit accidentelles, soit personnelles. Elles sont scriptées, mais du coup elles sont filmées à l'iPhone et c'est un peu des vidéos de la vraie vie parce qu'on voit encore beaucoup la différence entre une vidéo IA où tout est trop propre, un peu comme ces morceaux de musique en 4/4 Suno où c'est les mêmes grilles d'accords, il y a rien de très surprenant. C'est la même chose pour la vidéo, c'est que l'IA fait encore des choses qui sont assez basiques. C'est un outil qui te permet de voir un peu ce que c'est-à-dire que ça te permet vraiment d'avoir je parlais d'avis critique, ça permet de te dire il faut vraiment bien travailler cette partie dans la vidéo et ensuite malgré tout on voit bien que ce qui marche le mieux sur TikTok c'est des vidéos qui sont faites à la main, mais derrière, tu as des outils d'IA qui vont t'aider peut-être à mieux les scripter, et puis t'aider à mieux les monter. Mais le corps de ce que tu envoies, c'est comme un post sur LinkedIn. Si tu fais un post LinkedIn full IA, l'algorithme s'en rend compte, et tu fais aucune impression. Donc c'est vraiment ce ping-pong, ce match qu'il faut avoir pour dire, je suis capable de faire de la quantité, il faut de la qualité et il faut que je sache que j'utilise tous les outils. Donc, tu as du Opus Clip, t'en as des tonnes, Opus Clip, Suno, CapCut, qui vont te permettre de faire les parties chiantes, qui sont le montage, qui sont le fait que le son et l'image aillent bien ensemble, mais ça sont des outils. C'est pas eux qui doivent te dire ce qu'il faut faire, sinon tu risques de faire un peu comme tout le monde et tu converges vers le même type de contenu et les algorithmes, pour le coup, là, les détectent très bien parce que je pense que c'est aujourd'hui ce qu'ils reçoivent le plus. Donc à mon avis, c'est pour ça qu'il faut rajouter une touche humaine qui est liée à ta réflexion pour que ce contenu-là, quand bien même il y a eu de l'IA au début et à la fin pour le rendre, pour le rentrer dans un processus de production, l'algo se dit il y a une touch humaine et je pense qu'ils sont très forts ces algos et que même si c'est du faux micro-trottoir, c'est une des trends sur TikTok. Ce qui est drôle, c'est que le faux micro-trottoir, on sait que c'est faux, mais c'est tellement bien fait dans le faux que c'est ce qui marche. Alors que les vrais micro-trottoirs, c'est souvent assez cringe parce qu'en fait, les vrais micro-trottoirs, à moins d'être un vrai comédien, d'être très bon, c'est souvent assez, c'est presque gênant. Alors que les faux micro-trottoirs, en fait, tu te rends compte qu'il y a un truc qui va pas, mais les acteurs sont tellement bons que tu marches et tu likes. C'est un peu bizarre comme réaction, mais c'est assez naturel de se dire ça a des composantes qui font de succès, c'est-à-dire qu'il y a le côté tu fais parler des humains, tu les fais interagir, mais tu leur fais jouer leurs réponses tout en leur donnant la tour d'être la vraie vie. C'est un truc qui marche. Demain ce sera autre chose, mais ça marche en ce moment parce que justement là il y a une touche humaine. Même si ça a été monté avec de l'IA, même si ça a été scripté avec de l'IA, d'ailleurs quand c'est filmé,
C'est chelou que ce soit des acteurs qui fassent semblant d'être interviewés dans les micro-trottoirs, mais ça marche. Et pour abonder un peu dans ton sens avant de passer à l'autre, là, il y a un exemple que ça me faisait penser, là, qu'on est en train de faire maintenant. S'il y a des gens qui s'amusent à nous écouter, qui ont le courage de nous écouter 2 fois. Là, on enregistre dans notre langue natale, qui est le français. Donc, si on nous écoute, on comprend qu'il y a de l'émotion, que c'est pas monté, justement, qu'on parle en vrai. Et si par contre on nous écoute en anglais, moi je trouve que le Waouh Effect est vachement bien parce que c'est nos voix, c'est nous qui parlons. On n'a pas, à part, c'est un peu de travail, mais c'est tout automatique. Par contre, si t'as envie de t'auto-écouter en anglais, on verra ce que l'IA te fait comme accent. Et ben, tu te rendras compte que Eleven Labs, qui est vachement bien, mais c'est pas reproduire les émotions, c'est pas reproduire les bons temps, on rit au mauvais moment. C'est un peu froid et sur 45 minutes, 1 heure, ça fait le boulot. C'est pas très agréable encore à écouter. Alors, on continue à le faire nous parce que d'abord, on trouve ça vachement bien pour l'exercice, c'est marrant à faire. Pour l'exercice. Et puis, ça donne accès à encore un peu plus de monde, donc c'est vachement cool. Alors maintenant, passons au patron, parce que ce qu'on avait dit la dernière fois, c'était le patron de PME, pour le convaincre. Ouais, le patron de PME, là j'ai envie de je sais plus si c'est celui qu'on a pris l'autre jour dans notre discussion, mais moi j'ai envie de me mettre dans le rôle donc là je suis Jérémy, je suis patron de PME exactement, j'ai je sais pas 40, 50 ans, on s'en fiche. Moi pour le coup, j'aimerais bien utiliser l'IA pour me faire un peu soit de personal branding, soit de promouvoir ma boîte et ma marque, mais je sais pas trop comment. Je suis pas forcément à l'aise jusqu'ici à poster sur moi, sur LinkedIn, sur Instagram. Je me rends compte que je pourrais le faire maintenant, mais je suis un peu paumé, quoi. Bah, ce que j'ai envie de dire à Jérémy, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le fait de pouvoir créer son propre contenu pose nécessairement et à un niveau de qualité très élevé. C'est-à-dire que je pense que tu veux sur une échelle de 0 à 100, avec un matériel comme même celui qu'on a là, même moins de matériel, t'arrives à 70% d'un contenu vraiment professionnel. Là où je pense qu'on gagne 10% par an, ou 5%, mais qu'on se rapproche vraiment très, on est très proche d'un contenu très professionnel. Donc, le fait que ce soit possible dit 2 choses. Un, que ça veut pas dire que tout le monde doit le faire nécessairement. Ça veut pas dire que parce que t'es patron de PME industrielle ou même on va prendre de SN, de société de conseil, c'est pas parce que tu peux le faire que tu dois le faire. En revanche, tu dois te poser la question. Parce que cette facilité d'accès, elle te donne non seulement accès à la capacité de production, mais à la capacité de diffusion. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que si tu prends l'exemple en plus du B2B qui est assez parlant, sur le petit incident entre B2B et B2C, c'est qu'aujourd'hui, LinkedIn va devenir un TikTok-like, que tu peux aller choper des clients sur Insta, tu peux aller choper des clients sur TikTok, et donc que tu sois B2C, B2B, là où avant les B2C, tu vois, moi je travaille pour Liligo, on a toujours fait de la pub télé, donc pour moi c'est assez naturel de me poser la question de comment est-ce qu'on fait du contenu, plus un contenu, tu vois, qui prend du temps à faire, qui est un peu à l'ancienne, qui fait une pub télé, mais plein de contenus qui vont sur YouTube, qui vont sur TikTok, ça fait partie de mon ADN de marketeur B2C. Ce que l'IA a aidé à casser comme frontière, c'est la frontière entre B2B et B2C sur ce sujet-là de la création de contenu. Donc 2 choses. 1, t'es pas obligé, parce que si t'es pas à l'aise, si c'est pas un sujet que tu veux embrasser, que tu veux développer, ne le fais pas. Et je reviendrai là-dessus parce que c'est plus important. En revanche, t'es obligé, quelle que soit ta boîte, de te poser la question, de te dire, ok, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi? Et c'est pas pour moi, c'est plus pour moi en fonction du produit que tu vendais. Parce que quand t'étais dans un monde très top-down, tu avais TF1 20h, PPDA te disait la messe, la vérité. Ensuite, tu avais des pubs, c'était toujours la même pub. On parlait de Juva bien, Juvamine ou de la pub de la X faite par Segala dans les années 80. Et si tu avais un truc top-down où la marque déterminait tout, t'envoyais le contenu, te l'envoyais dans des moments, dans les carrefours d'audience où tout le monde était là. Donc tu ne pouvais pas ne pas savoir que la Citroën AX existait ou n'existait pas. Tu étais obligé de le savoir, à moins vraiment de vivre dans un monde très parallèle. Et donc on a changé de sens et on est passé d'un top-down où en gros les sachants ou les producteurs imposent aux consommateurs leur contenu à quelque chose de complètement inverse où les consommateurs ont la capacité à produire leur contenu et où les consommateurs et les producteurs se mélangent un petit peu dans leur capacité à créer du contenu et à le diffuser. Donc t'as une société de service, t'as une quinzaine d'employés, tu dois te dire, ok, je peux faire du contenu pour LinkedIn, pour Instagram, pour TikTok. Est-ce que je me sens
de le faire, et il y a quelque chose qui change dans cette version bottom-up versus top-down, c'est que maintenant on privilégie le personal branding. Là où, pareil, c'est l'acteur qui était dans la AX, qui conduisait la AX dans les années 80, on sait pas qui c'est. Aujourd'hui, l'acteur, donc dans ce cas-là, le patron de PME, il doit personnifier sa marque et c'est lui qui doit porter le message, parce que les vidéos un peu génériques de The Technician, et tu sais avec le côté un peu années 80 sur la zone industrielle façon The Office, ça marche plus. Donc une fois que tu te dis je ne peux pas ne pas me poser la question, c'est est-ce que tu sens que t'es à l'aise avec ce médium. Et si t'es pas à l'aise, ça aura probablement un effet contre-productif. En revanche, si t'es à l'aise, c'est forcément un sujet que tu dois porter toi. C'est très difficile de déléguer ça à un directeur marketing. Je pense que ça marche peu. Je pense que le directeur marketing, il peut adapter ou même un conseil marketing que tu puisses avoir, il peut t'aider à le produire en te mettant des règles, en te mettant sur les rails de le faire. Mais si c'est pas un truc dont tu es convaincu, avec des messages que tu valides et des messages que tu sais porter, tu vas faire un contenu de mauvaise qualité. Donc, en résumé, ce que te permet l'IA et ce que te permet, la manière de consommer le contenu aujourd'hui, t'oblige un peu à te poser cette question et à savoir si toi tu vas être capable d'être le générateur de ce contenu. Et vraiment, je pense que ce qui a changé dans le paradigme, c'est ce top-down versus bottom-up. Et le top-down, c'est fini. Je pense que les chaînes de télé sont mortes dans leur façon de marcher actuelle dans les 10 ans. Et que dans 10 ans, il y aura une parcellisation encore plus importante du contenu, et donc qui mélange un peu producteur et consommateur. Et c'est dans ce nouveau paysage médiatique qu'il y a énormément d'opportunités pour qui veut vendre quelque chose en B2C, en B2B. Mais faut bien le faire. Et quand je dis faut bien le faire, c'est pas uniquement qu'il faut bien le réaliser, parce que ça, précisément, les outils permettent de faire une qualité, comme je disais, professionnelle jusqu'à 70%. Mais c'est surtout qu'il faut être consistant, faut être à l'aise, il faut porter son message. Sinon, on va revenir un peu sur le micro-trottoir. Et sinon, ça se voit que c'est fake. Autant le micro-trottoir, quand c'est une trend TikTok, ça passe. Mais si c'est Jérémy qui veut vendre ses consultants de The Technician et qu'on voit que tu le fais pas bien, ce sera un peu du temps perdu, quoi. Et après, le gros avantage, c'est que tu as un droit à l'erreur qui est infini aussi. T'as le droit de commencer, tu regardes toutes les premières vidéos des Squeezie, de tous ces gens qui ont des millions, milliards, je sais pas combien de followers, les premières vidéos, il y a quelque chose de très gênant à les regarder, mais tu vois le gap qu'ils font. Donc, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que c'est pas parce que tes 10 premières vidéos vont être un peu à chier que tu vas pas progresser, mais il faut avoir une conviction, parce que l'espèce de mélange entre, justement, top-down veut dire, j'ai la capacité à toucher plein de monde, j'ai la conviction que j'ai un truc intéressant à raconter, et j'ai le process de création qui va faire que je vais pouvoir, de manière consistante, allier quantité et qualité. C'est des recettes un peu théoriques, mais c'est les recettes du succès. Et puis t'as plein de moyens différents maintenant de parler à ton auditoire. T'as plus ton simple emailing comme on faisait il y a quelques années. Trop bien. Sachant qu'aujourd'hui c'est clairement la vidéo. C'est-à-dire que ton emailing, et si tu veux, là-dessus tu reviens sur une notion assez fondamentale du marketing qui est, t'as toujours un master canal et des slave channels. Maître et esclave. Ton master, si tu prends l'exemple de Liligo, ton master canal, c'est le référencement naturel. On pourrait passer encore des heures à parler de ça parce que ça va beaucoup changer. Google va probablement perdre beaucoup de monde dans sa forme actuelle vers des outils comme Perplexity ou même OpenAI ou même ChatGPT. Et t'as toujours une côté maître-esclave où t'as un canal qui dicte ce que tu vas envoyer sur les autres. Donc moi, mon canal principal de Liligo, c'est le SEO. Et donc je fais des trucs pour le SEO qui me servent pour faire des emailing, de posts sur Facebook, ce que tu veux. Mais mon premier objectif, c'est d'être bien référencé. Et aujourd'hui, dans beaucoup d'autres business, qui soient B2C ou B2B, le master, c'est le contenu vidéo que tu crées. Tu vas commencer par mettre sur ta chaîne YouTube. Ensuite, tu vas le prendre, tu vas en faire un résumé, tu vas le balancer en newsletter. Ensuite, tu vas faire plein de posts sur les réseaux sociaux. Mais ce qui aura déterminé au départ, c'est le script que tu auras fait spécifiquement pour le format vidéo, en format moyen long, et qu'ensuite tu vas découper pour faire des shorts, dont tu vas tirer les meilleurs punchlines pour faire des emails. Enfin, tu vois. Donc, une stratégie marketing, c'est toujours une stratégie de maître esclave. Ok. Trop bien. Mais écoute, c'était hyper intéressant. Je sais pas si l'enfant de 7 ans, le stagiaire et le Jérémy de 40 ans, bientôt 40 ans en vrai, ont appris pas mal de trucs.
Ok. Du coup, un des principes de ce podcast, c'est que l'auditeur, je sais pas si il l'a fait ou pas, mais s'amuse à essayer de deviner qui t'es. Donc toi, t'as donné quand même pas mal d'indices. Mais c'est le moment où on va comprendre qui t'es. Donc Guillaume, encore une fois, puisque tu nous accueilles chez toi, est-ce que tu peux nous raconter qui tu es? Alors, quand on pose cette question-là, les gens démarrent de plein de manières différentes. Moi, j'aime bien te demander ton chemin. C'était quoi ton parcours de vie, où ça a démarré, t'es né où et comment t'es arrivé à la personne que tu es aujourd'hui et qui elle est cette personne? C'est toujours des accidents. Alors moi, si tu veux, je suis un assez gros cliché, donc c'est assez facile de voir d'où je viens. Je suis je viens du 17e arrondissement de Paris. J'ai été éduqué dans des enseignements privés catholiques. J'ai été au scout. J'ai vraiment tout, tu vois le bingo du catho un peu gosse de riche. Bah, j'ai toutes les cases sont cochées à quelques exceptions près de parcours de mes parents qui étaient entrepreneurs, ce qui était assez rare. Parce que j'ai 42 ans, donc dans les années 90, et donc un parcours extrêmement classique pour un Parisien de l'Ouest, vraiment le cliché le plus insupportable, c'est moi. Je me suis même marié à 25 ans, enfin j'ai tout faux, enfin ou tout bon, enfin selon là où on se situe. Ça a pas trop mal marché, on dirait. Ça a pas trop mal marché parce que j'ai eu deux trois convictions. Je me suis pas, j'ai pas. Comment dire, j'ai eu deux trois convictions dans la vie qui sur lesquelles je suis resté un peu focus. Moi, je suis plutôt un littéraire et après mon bac, j'ai fait une prépa pour rentrer à Sciences Po. Je suis passé par le CENSA parce que je voulais faire du journalisme, puis de la com, puis du marketing et j'ai réintégré Sciences Po en master. Au départ, je voulais travailler dans l'édition. J'ai travaillé 2 ans aux éditions Grasset, qui étaient 2 années exceptionnelles de ma vie, jusqu'à ce que je comprenne que c'est pas un métier où tu peux faire vivre ta famille avec. En gros, tu es plus ou moins au SMIC toute ta vie. Donc, à moins d'être un vrai fils de famille, vraiment blindé, et de pouvoir travailler juste pour le plaisir, ce qui est le cas d'à peu près la plupart des gens qui bossent dans l'édition, ou d'être un auteur à succès. Tu vas les énerver. Ma sœur bosse dans l'édition, ça va l'énerver quand elle va. Non, mais moi, j'ai adoré ce métier-là, mais quand tu es, après, en fait, j'ai un jour, et je suis très reconnaissant à ce type qui est un pote de mon père, qui m'a dit c'est très bien l'édition, mais tu pourras pas emmener tes enfants en vacances. Et je suis sorti de ce rendez-vous, j'ai dit ok, je vais faire autre chose. Et c'était à l'époque où le web, ce qu'on appelle le web à l'époque, commençait à sortait de la crise de la bulle Internet. Et donc j'ai commencé chez eBay à Paris. Et ensuite, fin 2008, je suis allé en Chine où j'ai commencé à être directeur marketing dans le web. Donc moi, qui viens de l'édition, j'ai appris ce métier-là à travers le contenu. Donc c'est pour ça que c'est assez amusant parce que j'étais en charge du contenu du site eBay France. eBay France en 2005-2006, c'est un gros site e-commerce. Aujourd'hui, ça paraît un peu vintage, mais ça n'était pas trop à l'époque. Et deux créateurs de responsables du contenu, je suis devenu directeur marketing d'une startup à Shanghai où je suis resté 1 an et demi. Et où j'ai découvert ce que c'était réellement que le marketing online et l'application du marketing dans cet univers digital. Et c'est hyper drôle. On sauve pas des vies, on n'a pas des métiers qui sont durs. On est un peu des enfants gâtés. Et j'ai eu la chance d'être un enfant gâté à diriger une équipe marketing à 27 ans à Shanghai. Donc c'est vraiment là où j'ai eu le plus de bol, c'est de tomber là-dedans. Et depuis on est rentré de Shanghai avec ma femme et on a décidé de repartir. Ça a été à Barcelone que je connaissais pas, mais qui était parce que je suis revenu à Paris. Je fais toujours un petit l'intro sur d'où je viens. C'est-à-dire, je viens de Paris 17, je suis parti à Shanghai. Tu reviens à Paris 17, tu dis non. Je pense que c'est une partie de ma vie qui est derrière moi, mais c'est pas c'est pas un jugement de valeur, mais c'est vrai que le problème de venir de ces endroits-là qui sont à la fois très privilégiés et très, centralisés comme la France, c'est que t'as l'impression que, si tu reviens en France, tu vas nécessairement aller vers là-bas et j'ai eu l'occasion de me barrer à Barcelone, et c'était il y a 13 ans et depuis, j'ai été dans plusieurs, dans plusieurs boîtes. Aujourd'hui, chez Liligo dans le travel. J'ai toujours été dans le travel depuis que j'habite à Barcelone. Et au-dessus de ça, comme j'ai toujours aimé la tech, que j'adore Barcelone et que j'aime bien avoir des copains, c'est comme ça que je me suis retrouvé à la tête de la French Tech et que j'ai développé aussi pas mal d'autres business, que j'ai pas mal investi et que en fait je m'amuse beaucoup avec ce mélange du monde de la tech qui a l'intérêt de toujours exciter ta curiosité. Quand bien même le métier de marketing est devenu
ultra complexe et de plus en plus drivé par la data et moins lié à l'imagination, à l'intuition même, mais beaucoup plus data-driven. Mais la rencontre, ce qui a marché dans mon existence depuis ces 13 ans et notablement depuis 5 ans que je m'occupe de la French Tech, c'est que ce mélange de Barcelone, qui est une ville que j'adore profondément, et de la tech, m'a toujours amusé, excité, et donc il y a une bonne partie de ma vie qui consiste à matcher à l'intérieur de la French Tech, à présenter des gens aux autres, à rencontrer des gens, à filer des conseils, à organiser des événements, à filer des outils, et ça m'anime parce que pour une raison assez simple, c'est que moi j'aime bien rencontrer les gens, me faire des copains, et que c'est le meilleur moyen, c'est toujours d'être celui qui va filer les coups de main. Et sans forcément attendre quoi que ce soit en retour, et parce que j'ai le luxe de pouvoir le faire. Et ton métier, c'est d'avoir plein de copains, quoi. Mon métier, en tout cas, la raison pour laquelle j'ai repris la French Tech, c'était pour me faire un gros groupe de potes. Ça a plutôt bien marché. Et ensuite, je pense que dans la vie, on n'est pas, enfin, moi, j'ai eu beaucoup de chance dans la vie, sur plein d'aspects. J'ai la chance de naître dans un bon environnement. Enfin, j'ai eu aucun problème. Et je pense qu'il y a un moment de ta vie où t'as la chance, comme j'ai eu, de te dire, là, à cet endroit-là, tu peux être utile. Et ce qui est assez étonnant et que tu ne perçois pas forcément avant d'arriver à ce moment-là, c'est que du coup les relatifs efforts que te demande le fait de mettre des gens en relation, de réfléchir à des conseils que tu peux filer ou même d'organiser des événements, ça ne me demande aucun effort. Parfois un peu, ça me fait chier de devoir faire des trucs, mais c'est un truc que je fais toujours avec bon cœur parce que j'ai un peu le sentiment de mon utilité. C'est pour ça que je m'appelle la mère Teresa des riches, parce qu'en fait, plutôt que d'aider des gens qui sont vraiment dans le besoin, j'aide ceux qui ont déjà du pognon à en avoir encore plus. Mais s'il se trouve que c'est à ça que je suis bon et que j'arrive à donner le plus gratuitement et avec vraiment envie d'être utile, why not, quoi. Enfin, on peut pas. Je pourrais aller à Calcutta aider les lépreux. Bon, il se trouve que ça, je pense que je serais moins bon que de dire à un mec, tiens, tu devrais parler à lui pour faire ta truc de business. C'est comme ça. On peut pas toujours. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et voilà. Et en dernier lieu, ça m'a permis d'investir dans pas mal de boîtes. Et donc, je pilote ma vie entre ce boulot de Liligo qui a le gros avantage d'être toujours très opérationnel sur le marketing. Donc, je me tiens un jour de beaucoup de choses. Et TikTok, on en parlait. La création de contenu, c'est mon obsession du moment. Et puis cet écosystème, cette communauté que j'anime comme une sorte de Patrick Sébastien du web. Est-ce que si on a la chance d'être écouté par des gens qui font pas partie de nos microcosmes respectifs, tu peux nous raconter en quelques mots ce que c'est que la French Tech et quel rôle elle joue à Barcelone pour les Français, mais pas que d'ailleurs? Alors la French Tech, au départ c'est une initiative de Montebourg et de sa ministre déléguée Fleur Pellerin. Là, je commence à prendre ma voix de Christophe Ondelat. Oh, de politique. Tu sais, je sais pas si tu le savais, mais il y a beaucoup de gens qui disent que t'es un animal politique. Donc il y a peut-être une prochaine étape après. Écoutez, au début, ça m'a fait rigoler. Et après, ça ne m'a pas fait rigoler du tout. Je sais pas si t'as déjà vu ce short qui me fait mourir de rire de Chirac. La French Tech s'est donc lancée en 2013 par Montebourg et Fleur Pellerin pour aider ce qui était à l'époque des startups à se développer à l'international, et ce qui concrètement voulait dire faire un espèce de coq en origami, aller au CES et mettre Blablacar, peut-être Doctolib et ces startups de l'époque dans un avion. Elle n'aurait jamais dépensé les levées de fonds qui étaient à l'époque assez restreintes dans le fait de voyager avec des ministres internationaux, et donc de mettre un peu la France sur la carte de la tech. Franchement, je pense que moi je reviens beaucoup sur ce que je pensais à l'époque de Montebourg. C'est un mec qui a fait des choses vraiment bien, même s'il avait un personnage clivant un peu insupportable. Mais voilà comment a commencé la French Tech. Puis ça s'est développé en étant une marque en fait. Et ce qu'ils ont voulu faire, c'est la marque française dans le monde de la tech. Et progressivement, cette marque s'est développée de deux manières. Localement en France, avec plein d'antennes dans plein de pays, plein de régions. Il y a des French Tech de région, des French Tech de capitale. Alors, quand tu demandes aux gens du Trésor, ils savent très bien faire la distinction. Mais en gros, il y a des French Tech partout. Et parfois, c'est des régions, parfois, c'est des villes. Et elles sont dotées d'un peu de budget, avec un peu d'émissions pour ce qu'on appelle les French Tech Visa, French Tech Tremplin, dont tu as dû entendre parler, qui sont concrètement Visa d'aider des non-ressortissants de l'espace Schengen européen à venir travailler en France quand ils ont les qualifications pour devenir dev ou ce que tu veux.
Et Tremplin, c'est des programmes qui permettent d'aider des startups qui, en gros, une startup qui commence, elle a peu de moyens, elle a plein d'idées, mais il lui manque parfois, et elle a pas de clients. Et sur le fait d'avoir peu de moyens, peu d'idées et pas de clients, ces Tremplins ou ces initiatives sont là pour les aider sur un des sujets, essayer d'avancer. Soit on donne un peu de thunes, soit on te présente dans des événements, alors qui peuvent être une perte de temps considérable, mais qui peuvent aussi être game changer de pitch entrepreneur. Alors attention, mon conseil, il faut pas aller à tous, mais parfois ça peut changer. Donc la French Tech organise maille le territoire de toutes ces petites initiatives. Puis progressivement, la France s'est rendu compte qu'il y avait des entrepreneurs français dans la tech qui s'étaient installés partout dans le monde. Et ils se sont dit, on va faire une version étrangère, locale à l'étranger, des French Tech, parce que des villes comme Londres, Singapour, San Francisco et Barcelone ont des communautés de Français qui bossent dans ces métiers-là, et qu'on va essayer de réunir autour de cet emblème-là, avec pour vocation de ne pas être ce qui est déjà un Business France, ce que sont déjà les chambres de commerce ou des on va dire des organisations locales, mais d'être vraiment l'étendard autour duquel se retrouvent les Français qui bossent dans la tech. Et avec aussi un côté beaucoup plus associatif, parce qu'on n'a pas de budget, mais voilà, dire c'est une sorte de point de ralliement. Mais moi j'appelle ça un BDE, c'est-à-dire c'est le mec de la French Tech, c'est quand t'es dans la tech, tu le contactes parce que t'as besoin d'un truc, que ce soit un tire-bouchon ou de lever des fonds, mais comme il n'y a pas de relation financière, excessivement peu, un peu de sponsoring de temps en temps, mais ça donne une sorte d'espace de liberté. Là où Business France a des programmes très établis, ils sont là pour développer les VIE, et les chambres de commerce sont là pour aider au commerce entre les pays, plutôt pour des grosses boîtes. Donc il y avait une place un peu bâtarde, mais surtout très freestyle quelque part pour les startups, les scale-up qui débarquent et qui ont des besoins très opérationnels et très pratiques, quoi. Ils n'ont pas besoin qu'on les aide à présenter forcément les grosses boîtes ou embaucher des nouvelles personnes. Ça peut vraiment être j'ai besoin d'un coworking, qu'est-ce que tu me proposes, qu'est-ce que tu me conseilles? Plutôt que propose, c'est plutôt conseil. Et Barcelone a une particularité, c'est que c'est très proche de la France. On est à 162 km de Perpignan, et que c'est une des villes où il y a de plus en plus de Français qui débarquent. Alors, d'abord parce que Barcelone, parce que c'est une ville extrêmement agréable à vivre, et puis parce qu'il y a un effet d'entraînement qui est que les premiers pionniers de ce qu'on appelait à l'époque le web, qui se sont dit tiens, c'est cool parce qu'on vit au soleil, on paye les gens un peu moins cher, on va pas se mentir, et puis en 1h15 je suis à Paris. C'était il y a 15 ans, il y avait moins de monde, et puis ça a grossi au fur et à mesure que d'une simple ville, on va dire d'exil balnéaire, c'est comme ça que je l'appelais il y a une dizaine d'années, d'exilé balnéaire, c'est devenu par l'effet aussi de ce que Barcelone elle-même a fait, hein, avec les salons, avec des grosses scale-up qui sont lancés, c'est devenu alors pas encore une capitale d'envergure réellement mondiale sur la scène de la tech, mais c'est devenu un endroit notable. Et à l'échelle européenne, c'est quand même maintenant... Et c'est devenu, dans les 7-8 dernières années, en Europe, il y a encore, peut-être 8 ans, on dit je lance ma boîte depuis Barcelone, et là, parce que t'as surtout envie d'être au bord de la plage à rien foutre. Et ce qu'on aurait donné tort à celui qui disait ça, pas sûr. C'était déjà valable. Voilà, il y a eu ce cercle vertueux il y a des talents qui arrivent pour des boîtes qui se lancent, qui deviennent grosses, ces talents montent leur propre boîte, appellent de talents de l'étranger, et franchement, des directeurs marketing, pour connaître un sujet que je connais, de bonne qualité, t'en avais dans mon secteur, t'en avais pas ou peu il y a 13 ans quand je suis arrivé. Et c'est pas parce que je suis arrivé que le niveau a monté, hein. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais et aujourd'hui, t'as une liquidité du marché du travail parce qu'on est quasiment 100 000 Français. Si je prends juste les Français, mais c'est pareil dans beaucoup de nationalités. Et comme c'est une ville très européenne, aujourd'hui, le constat, c'est que les talents sont là où ils sont arrivés pendant les 10 dernières années. Il y a des success stories. Il y a une liquidité du marché du travail et il y a un cosmopolitisme qui fait que si tu veux opérer, on fait d'ailleurs un événement la semaine prochaine autour de comment scaler sa startup ou sa scale-up à l'international depuis Barcelone. Évidemment qu'il y a plein de trucs qui sont plus difficiles et comment dire, c'est pas une baguette magique, mais c'est possible. Il y a des exemples de boîtes qui opèrent 5, 6, 10 marchés intégralement depuis Barcelone ou majoritairement depuis Barcelone, ce qui est moins envisageable à Paris parce que je pense que c'est plus difficile de trouver des ressources venant de partout dans le monde, plus compétitives de les trouver, et
Et donc, il y a une liquidité du marché. Il y a beaucoup de communautés nationales, les Italiens, les Portugais, les Anglais, qui sont là. Donc, c'est l'un des terrains de jeu magnifiques pour opérer depuis international, ta boîte internationalement depuis Barcelone. Donc, si tu cumules tous les intérêts avec ça, et donc, si tu fais une sorte de pyramide de Maslow, et le bas, c'est toujours la qualité de vie. Bah, ta qualité de vie, la plage, plus les talents, plus le fait que ça coûte un peu moins cher, plus l'international, plus la proximité avec à peu près toutes les villes européennes et l'accessibilité en avion. Bon, commence à faire pas mal pour. Et en fait, c'est même pas parce que je vends ça comme l'office de tourisme de Barcelone, c'est que de fait, c'est tous ces éléments qui ont fait qu'aujourd'hui on a une situation où il y a de plus en plus de gens, et là j'en vois de plus en plus, et j'en ai quasiment 2 par semaine qui viennent au bureau, des Français qui, le pattern, ont une boîte en France, décident de s'installer ici, décident de soit faire du commute parce que c'est extrêmement facile à faire, soit rapatrient toutes leurs forces ici, et puis voilà, on est devenu une ville où on travaille sérieusement dans la tech, et c'était clairement différent il y a 13 ans, mais maintenant, on est sérieux. Donc, la French Tech de Barcelone, en plus d'être un peu le relais pour les boîtes françaises qui veulent arriver, c'est devenu un groupe de, j'ai pas de compte, mais bon, je pense qu'on est au moins 6 ou 7 000 Français à bosser dans la tech. Ouais. Et alors, puisque je vais rendre hommage au fait que la semaine de cet enregistrement, t'as fait ton premier post en espagnol, ça me fait penser à un truc. 13 ans. Je me dis qu'à nous écouter, d'ailleurs, souvent, quand je parle à des amis ou des personnes espagnoles, c'est un peu l'impression qu'on peut donner parfois. Un peu l'impression qu'on a recréé un microcosme français, francophone, qui interagit pas beaucoup avec son environnement et autres. Pour autant, moi, je pense que c'est pas si vrai. Tu l'as un petit peu abordé là, avec les Barcelonais, les Espagnols, les Catalans, les autres communautés nationales. Est-ce qu'il y a des équivalents à la French Tech ailleurs? Comment est-ce que la French Tech et d'ailleurs les Français de Barcelone interagissent avec tout ce tissu-là? Alors, on a, je pense, une situation particulière liée à notre géographie qui fait qu'on est plus nombreux que les autres, parce que c'est amusant, mais pour les Toulousains, les Perpignanais, Barcelone, c'est leur ville de week-end. Et quand tu viens de Paris ou de Rouen, comme c'est ton cas, tu le découvres quand tu arrives sur place. Faut pas le dire, ça. On coupera. Mais donc il y a une proximité géographique qui fait que je pense alors dans notre monde, dans notre monde de la tech, on est probablement la première communauté internationale ici à Barcelone. Après, il y a des groupes d'Italiens, j'ai été contacté, il y a des Allemands, il y a des Belges, il y a des Argentins, donc toutes les nationalités se regroupent. La différence de la France, c'est que malgré tout, on peut dire beaucoup de mal de la France, c'est un peu à la mode en ce moment, il n'empêche qu'il y a toujours eu un investissement, même si ça a tendance malheureusement à se perdre. La France a toujours été reconnue, et ça depuis tu prends même depuis Talleyrand, même avant, pour sa posture diplomatique. On a toujours été des grands diplomates, la France. Et ce que fait Talleyrand au Congrès de Vienne le prouve. Mais donc la France a toujours investi pour les alliances françaises, toutes ces choses que la France met en avant à l'étranger pour faire rayonner son image. Je sais pas s'il y a des équivalents. Probablement que les Allemands diront oui, on a les instituts Goethe, et que les Américains diront on a Schwarzenegger, donc autant dire ferme-la. Mais il y a un investissement séculaire de la France sur son image à l'étranger. Et la French Tech de Barcelone, ça toute petite échelle, est l'héritière, comme les Business France CCI, de ce mouvement qui vraiment date de vraiment plusieurs siècles, de se dire la France a une identité, elle a une voix dans le monde, et il y a une francophonie. Donc il existe ça dans dans toutes les nationalités. Mais ce que me disent les Italiens à qui j'en parle, les Portugais et les Belges, c'est que on a une image d'un pays qui investit là-dedans. La réalité, c'est plus, on boit des coups entre potes, mais il y a quand même un travail plus structuré. Donc, la réponse, c'est oui, il y a toutes les communautés nationales. Là, j'ai rencontré les Italiens récemment, ont des initiatives, mais il y a peu de pays qui ont à la fois Business France, à la fois SCCI, à la fois des French Tech, à la fois des clubs, des French Founders et tout ça. C'est assez singulier à la France, et je pense vraiment que c'est l'héritage de notre volonté de rayonnement à l'international qui date, je pense, de Louis XIV. Maintenant, est-ce qu'on se parle? Ce qui est un peu compliqué, c'est que quand on est quasiment 100 000 Français, assez rapidement, tu prends quelqu'un comme moi, même en arrivant, assez rapidement, tu connais des potes de potes qui connaissent des potes de potes, tu te rends compte, tu deviens pote, et puis ton groupe d'amis, assez vite, il est composé de Français. Surtout si t'as la bonne idée d'habiter à Sarriá, où c'est vraiment devenu le 15e arrondissement avec des palmiers, on va pas se mentir. C'est difficile de sortir. Enfin,
D'abord, moi, je trouve que les Français sont quand même sympas à l'étranger, plus sympas à l'étranger qu'en France, mais c'est difficile de sortir de ton microcosme et ça demande un effort particulier de s'intégrer. Mais comme Barcelone est une ville profondément européenne internationale, je trouve pas ça aussi choquant que ça puisse l'être dans des villes où on est ghettoisé, ce qui était vraiment le cas à Shanghai. À Shanghai, on vivait pas avec les Chinois, ils en voulaient pas, et puis on parlait pas la langue, c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'il faut se pousser à parler espagnol, il y a quand même des Français qui sont là depuis longtemps qui parlent pas un mot, à discuter, à se faire des potes espagnols, mais on a un peu ce handicap d'avoir une communauté nationale extrêmement nombreuse. Donc bon, c'est la faute de personne si tu te retrouves un peu avec des gens avec qui tu vas naturellement bien t'entendre. Donc ça demande un extra effort de s'intégrer. Et il y a vraiment deux populations. Il y a ceux qui sont intégrés et ceux qui ne sont pas du tout. Donc, chacun fait son choix. Je pense que ceux qui sont intégrés peuvent critiquer ceux qui s'intègrent pas. Bon, chacun a sa vérité. Mais c'est vrai qu'aussi, quand c'est des villes où on a un peu l'impression de plus y habiter qu'y vivre, tu vois, la dichotomie, c'est qu'on n'a pas forcément l'impression de s'y enraciner. C'est aussi un peu normal de se retrouver avec ses potes français. Donc tout est faisable, mais le nombre fait que c'est difficile de pas naturellement recréer un groupe de potes qui soit français. Enfin, c'est pas, on peut en vouloir à personne. Sauf si, parce que quand tu bosses dans une boîte majoritairement française, que tu parles français toute la journée et que le soir tu vois des Français à l'apéro et des Français à dîner et même pendant la nuit, chacun fait ce qu'il veut. C'est difficile de rentrer dans ce monde-là, mais bon, moi j'ai pas vraiment d'avis, je suis assez à l'aise avec tout le monde. Il n'empêche que c'est récemment que, alors, et en plus si je parle très égoïstement de la French Tech, moi j'ai commencé ce travail associatif en 2019, au moment où ça a vraiment commencé à exploser le nombre de Français. Donc j'ai pas eu le choix que de surtout me concentrer, c'est très localement sur les gens qui arrivaient et dans des événements où en fait t'invites que des Français, ça se passe en français, c'est pas volontaire, mais c'était assez, ça suivait une vague vraiment d'arrivée massive de Français. Et là, je me suis dit, notamment avec les récents événements que j'ai faits, non, maintenant il faut qu'on en fasse quelques-uns où c'est en anglais avec des Espagnols, on essaie d'inviter des Italiens, on essaie d'inviter toutes les nationalités. Parce que ça suffit d'être entre nous, mais c'est très difficile d'en sortir parce que en fait, si tu es très nombreux, déjà faire un événement où tu peux inviter tout le monde, c'est déjà plus difficile. Donc, si en plus faut un peu la contrainte d'être international, faut faire des formats qui soient adaptés, ce qu'on essaie de faire avec Carlos notamment de Fleet. Et je sais pas si t'étais au dernier événement qu'on a fait, on en fait un lundi prochain. Et bon, tu passes de 100% à 85% de Français. Bon, mais ce 15%, il montre une volonté. Simplement, c'est pas facile parce que on est super nombreux, quoi. Ouais. Comment pas tomber dans la facilité. C'est pas de ta faute. Non. Trop cool. Écoute, merci pour tout ça. Allez, je t'avais promis la petite question cherry on the cake. Alors, chez The Tech Nation, on essaye de parler et d'avoir aussi de l'impact. Moi, l'impact, je le définis comme comment avoir un impact positif ou à minima pas négatif d'un point de vue social, sociétal ou environnemental. T'en as beaucoup parlé finalement, t'as eu beau ironiser sur 2-3 trucs, t'as beaucoup parlé de l'impact sociétal. Comment tu t'efforces on va dire de laisser une trace, toi, ou de faire quelque chose qui a un impact positif sur ton écosystème et ton environnement? Voilà, alors sur l'écosystème, je pense qu'il faut distinguer la partie vraiment environnement de la partie sociétale. Malheureusement, si je te le regarde d'un point de vue de business angel, c'est un monde que j'ai du mal à comprendre. Je pense qu'il y a un changement de paradigme qui va être obligatoire dans les années à venir, mais quand je regarde des boîtes qui se vendent comme étant des boîtes à impact, il y a toujours un truc qui me dérange, c'est que je pense que l'impact doit être naturel et doit pas être ton premier argument, ton premier truc. Tu vois, une boîte à impact, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Si c'est une boîte qui fait quelque chose et dont l'utilité économique est en plus bonne pour la planète, super. Si c'est parce que c'est bon pour la planète qu'il faut qu'il y ait un modèle économique, je crois que ça marche pas. Tu vois, donc tu prends, t'as plein d'exemples, mais typiquement tu peux faire des je sais pas, des trucs dans l'agriculture pour que tu sèmes mieux, tu machin, tous les dossiers que j'y pense parce que j'ai un petit club de business angel où on est toujours un peu emmerdé quand on voit des dossiers impact parce que je pense qu'il faut s'y connaître et que de toute façon il y a un sous-jacent économique qui doit fonctionner, sinon ça marchera pas, sinon ce sera une mode et sinon très vite t'as qu'à voir, on a une situation où il y a des guerres partout, il y a des problèmes, on est vraiment dans un moment historique assez compliqué, on entend beaucoup moins parler d'impact.
Voilà. Impact tel qu'on l'a vu. Et je pense que clairement, c'est quand l'urgence, quand on sera face au mur. Et tu sais, il y a ce fameux côté de dire, c'est en prévoyant la catastrophe qu'elle n'arrive pas. Que les choses vont changer. Donc comment est-ce que moi, du coup ça c'est pour dire sur le business sur l'impact côté business et côté boîte, je suis assez circonspect. Il y a une grosse partie qui est liée à de l'ignorance et une grosse partie où je me dis c'est de l'infra, c'est très gros et c'est pas sûr qu'il y ait un modèle économique viable. Tu vois ce qu'a fait Insect, ce que fait, enfin, c'est compliqué. Je trouve que c'est compliqué et je suis vraiment pas habilité à pouvoir en parler. Après à titre perso, l'impact sociétal, bon, je te le disais en rigolant, mais c'est vrai que si je peux être utile à des gens, alors c'est sûr que c'est pour les aider à mieux réussir dans leur boîte. La finalité, est-ce que c'est aider les gens? Bon, mais après, j'ai quelques œuvres à côté, mais sur la partie environnement, je pense fondamentalement que comment dire comme je ne crois pas dans le côté on va mettre des normes pour forcer les gens à changer de mode de consommation, c'est des choses qui sont très individuelles. Je trouve que c'est bien le truc comme tu vois, la gestion des déchets. Il y a des choses qui sont infrastructurellement bien, mais que c'est forcément une motivation personnelle. Alors moi j'ai la chance, c'est que ma femme est ultra décroissance. Donc j'adore, parce que d'abord j'adore tout ce que fait ma femme et je dis toujours oui. Et c'est vrai que on s'est mis dans un mode de consommation, on n'a pas de bagnole, on n'a pas de résidence secondaire, on n'a pas, on a une consommation très raisonnée, mais pas dans le sens de vouloir avoir un impact. En fait, c'est là que je reviens sur ce que je disais sur les business models. C'est pas dans le sens où on fait ça pour avoir un impact positif, mais on fait ça parce que l'espèce d'injonction nous force à une sorte de sobriété que je trouve vachement agréable. Tu vois, j'essaye de moins ultra consommer. Alors quand il s'agit de monter un studio de podcast, ça contredit tout ce que je dis, mais dans ma consommation personnelle, on est, tu vois, l'espèce d'ascétisme et de sobriété doit être un objectif de vie en dehors même de l'impact positif qu'il peut avoir. C'est que je trouve que c'est plus logique dans ce sens-là que de se dire, je me culpabilise d'avoir un effet négatif, donc qu'est-ce que je fais? J'investis dans Time for the Planet en me mettant sur mon LinkedIn comme si j'allais sauver le monde. Ouais, non, ça sauve personne. Mais en revanche, si tu dis, dans ma consommation personnelle, je peux, me restreindre un peu, fût-ce très peu, mais tu vois, c'est par ça que ça commence. Et donc, c'est ton mode de vie, et mon mode de vie, je trouve que le fait de pas avoir de bagnole, d'essayer de moins surconsommer, sans devenir un espèce de, sans devenir un homme soja, hein, mais, et je trouve ça plus logique dans mon style d'existence que si je me disais, mon impact, c'est de donner à telle association qui va, faire la reforestation. D'abord, parce que je crois, je trouve que je trouve que c'est quelque chose c'est la confrontation entre le groupe et l'individu, elle est très compliquée sur ce sujet-là. C'est une prise de conscience personnelle, et ce qui est très dur, c'est que il y ait 6 milliards ou 10 milliards de personnes qui ont une prise de conscience personnelle et qui l'appliquent à leur niveau de manière progressive. L'injonction inverse, en fait, on revient un peu à ce qu'on disait sur le contenu, top-down versus bottom-up, j'y crois pas trop. Je crois pas pas aux effets. C'est ce que tu dis assez bien, c'est l'état de conscience. Si on s'auto-charrie un peu et qu'on fait un peu d'autocritique, tu vois, on parlait avant le démarrage de l'épisode du fait d'avoir craqué, d'avoir acheté des trucs sur Temu parce qu'on n'en peut plus de voir les pubs sur Instagram. Ça a l'air cool d'acheter des trucs vraiment pas chers et vraiment marrants. À titre personnel, le fait de comprendre que c'est pas bien et qu'il faut pas surconsommer comme ça, c'est mal de le faire. Mais si tu sais que c'est mal de le faire, et encore, c'est un peu le premier pas, quoi. C'est l'état de conscience qui fait que tu fais gaffe au fur et à mesure. Le véganisme, c'est un truc, je pense que soit t'aimes avoir un point de vue un peu idéologique, et si tant qu'il n'est pas prosélyte sur les choses, tu dis je le fais par conviction, super. Fais juste pas chier les autres avec. Et quand tu sais que c'est pas terrible, le truc c'est que c'est pas, se l'interdire c'est une chose, mais si c'est contre ta nature, ça tiendra pas. Soit t'es idéologique et tu dis je vais devenir vegan et je dis que tous ceux qui vont manger de la viande devraient brûler en enfer. Moi, ça me saoule ce genre de discours. Ça me marchi-saoule parce que je pense qu'il y a il y a des façons plus subtiles de considérer les choses. En revanche, je veux dire, en fait, il y a tout un ensemble de facteurs qui font que bouffer un steak tous les jours, ça n'a pas de sens. Parce que c'est pas bon pour ta santé, parce que c'est pas bon pour la planète, parce que, et que surtout, ça me va de transformer ma consommation. Donc ça veut dire, Jérémy, que tu as le droit d'aller sur Temu, mais à un moment donné, tu vas avec la conscience de te dire, je vais me limiter, même si tu craques par moment. Et tu vois, c'est un rapport, en fait, conscient à ta consommation. Le rapport, idéologue et prosélyte, il a toujours montré qu'il était totalement improductif. Parce qu'un vegan vienne te faire la morale pour te dire, faut pas que tu ouvres de steak, t'as plutôt envie de lui dire de la fermer, quoi. Parce que c'est dans l'approche. Alors que si un vegan t'explique qu'il faut baisser ta consommation de viande, je préfère cette approche-là
que l'approche c'est nul, c'est caca, c'est popo. Enfin, je pense surtout vraiment, je pense que c'est pas comme ça que tu convaincs le monde entier de suivre ton dogme. Enfin, toi, tu dis bon bah je craque sur Temu. Bah oui, mais parce que c'est possible. Si j'arrive à avoir une consommation raisonnée, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas craquer un peu, puis tu vas te calmer. Bon, tu le sais. Puis tu sais que dans le temps long, tu vas essayer de t'éduquer. Mais la vie est un apprentissage permanent. Parce que le problème des gens qui sont dogmatiques, c'est qu'ils donnent l'impression d'être arrivés au bout du cheminement. Et ça, je trouve que c'est ce qui est le plus dangereux. Puis pour finir sur un message d'espoir, la dernière fois qu'on a déjeuné ensemble, t'as commandé un burger végé. Absolument, parce qu'il est très bon. Le Beyond Burger est très bon et franchement, je le prends assez régulièrement parce que il est juste super bon. Alors. Après, ça se trouve, son bilan carbone est pire que le premier steak qui passe, mais il est bon. Top. Merci pour tout. C'était On finit sur un burger. C'est pas mal. un super moment. On finit sur un burger. Je pense qu'on n'a pas respecté le timing, mais comme on est sur une nouvelle saison, on dit que sur cette saison-là, grâce à toi, il y a plus de timing. Exactement. On casse les codes. Pas de dogme. Pas de dogme. Eh ben, merci d'avoir parlé avec moi sur cet épisode de The Tech Generation. On espère que les gens qui nous ont écoutés ont apprécié, nous réécouteront, peut-être même mettront des likes, des pouces, des étoiles, tout ça. Et s'abonneront. À très bientôt. Et gros bisous. Ciao les amis. Bye bye. Merci infiniment de nous avoir écoutés. J'espère que l'épisode vous a plu. Il a été coproduit avec Palmbox Agency, notre partenaire. À très vite.